La première chose qu'il faut savoir au sujet des scripts dans Blender, c'est que Blender n'est pas seulement conçu pour pouvoir tout faire à la main avec son interface à la simplicité légendaire, mais aussi pour que tout ce qu'on fait à la main puisse aussi être automatisé par des scripts. Ce n'est pas une tricherie, c'est vraiment calculé pour, c'est un mode d'utilisation de Blender sans doute pas très prisé de l'utilisateur lambda, mais quand même tout ce qu'il y a de plus orthodoxe. Cela dit, le fait que Blender soit totalement prévu pour fonctionner comme ça ne vous a peut-être pas encore sauté aux yeux jusqu'ici. Je vais donc vous montrer que ça n'est pourtant pas caché du tout. Regardez bien. J'ouvre une nouvelle petite fenêtre horizontale au-dessus de la zone 3D et je lui donne le type Info. Ensuite de quoi, je fais à peu près n'importe quelle opération banale dans l'interface ordinaire. Par exemple, ici, je vais changer la focale de la caméra. Dès que la nouvelle valeur est validée, regardez ce qui est apparu dans la zone Info. C'est le nom informatique de la commande que vous venez de lancer à la souris grâce à l'interface graphique. Eh bien, ce nom, Blender vous l'indique précisément pour que vous puissiez vous inspirer de cette syntaxe pour automatiser la même action dans un script Python. Blender fait ça systématiquement, et c'est le signe qu'il est vraiment conçu pour pouvoir être entièrement commandé par des scripts. Alors, comment s'y prend-on pour écrire un script? Eh bien, on commence par aller dans l'onglet Scripting, tout à fait en haut à droite de l'écran. Et quand je dis que c'est tout à fait à droite, je n'exagère pas, c'est vraiment au bout du bout, ce qui fait que j'ai du mal à l'attraper dans cette petite fenêtre. Ensuite, on clique sur New, et c'est ici que nous pouvons écrire un joli script en Python 3. On va tout de suite lui donner un nom, ça sera plus propre. La première ligne de ce script est toujours import BPY. BPY, ça veut évidemment dire Blender Python. Il s'agit d'une librairie de code informatique intégrée en standard par Blender, tout exprès pour permettre de piloter Blender avec des scripts. Cette façon d'appeler une librairie en tête du listing n'a rien de spécifique à Blender, c'est toujours comme ça qu'on fait en Python, mais cette librairie BPY est bien sûr conçue tout exprès et spécifiquement pour Blender. Cette première ligne est nécessaire et suffisante pour avoir accès à tout ce qu'il y a dans votre fichier Blender. Pour attraper informatiquement un objet quelconque de votre scène, il suffit maintenant de l'appeler par le nom que vous lui avez donné, celui que vous pouvez lire dans la fenêtre Outliner, qu'on place généralement en haut à droite. Par exemple, si votre objet s'appelle Pantin, eh bien vous n'avez qu'à écrire quelque chose de ce genre. Je vous traduis. Blender, mon chéri, fouille dans BPY, c'est-à-dire Blender Python. Là-dedans, fouille encore dans le sous-ensemble Data, qui contient des tas et des tas de choses. Tu vas trouver là-dedans le sous-ensemble Objects. Objects, c'est tout ce que vous avez ici. Et encore là-dedans, tu vas m'attraper l'objet Pantin. À partir de maintenant, quand j'en aurai besoin dans le listing, je l'appellerai mon Pantin. Vous auriez parfaitement le droit de l'appeler, je ne sais pas moi, par exemple... Vous pourriez l'appeler Marcel. Vous pourriez l'appeler, je ne sais pas, par exemple. Bon, mais en général c'est plus clair quand on donne un nom qui correspond un peu à ce qu'on veut faire. Une convention informatique très courante est de préfixer ce que l'on manipule au sein d'un petit programme par l'adjectif possessif. Donc Pantin devient bon Pantin. Mais c'est purement conventionnel et ça, vous pourriez tout à fait faire autrement. À partir de maintenant, quand j'en aurai besoin dans le listing, je l'appellerai mon Pantin. Et du moment que vous désignez toujours un objet par le même nom, le script va comprendre et commander des actions sur cet objet. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire à cet objet? Eh bien, des tas et des tas de choses, en fait tout ce qu'on pourrait faire avec la souris, mais en particulier deux opérations qu'on a tout le temps besoin d'automatiser dans une animation.
le déplacement et la rotation. Pour déplacer un objet, ça n'est pas bien malin, on lui balance 3 coordonnées, x, y et z, et zou, l'objet va aller là où on lui dit d'aller. Voilà, mon pantin, vous le voyez ici en vue de dessus, il est à l'intersection des axes en 0, 0, et donc il s'agit d'aller en 3, 5, 1, 5, c'est-à-dire ici. Mais justement, ça s'est pas passé. Eh bien non, c'est parce que le script que l'on vient d'écrire, il n'a pas encore été lancé. Et on le lance comme ça. Et toc, ça marche tout de suite. Il est en 3.5, 1.5. Incroyable mais vrai, l'objet s'est déplacé sans qu'on le touche à la souris par la seule magie du code informatique. Je doute que ça vous impressionne beaucoup jusqu'ici, mais la grande vertu de la programmation, c'est que quand vous avez appris à faire n'importe quoi, ne serait-ce qu'une fois, eh bien vous êtes tout de suite capable de le refaire en un tournement, 10 000 fois de suite avec 10 000 variantes minimes et régulières. Or ça, c'est précisément la base de l'animation. Nous y reviendrons, vous vous en doutez. Pour le moment, je vous montre la deuxième formule magique fondamentale de l'animation. Leonhard Euler, au cas où vous l'ignoreriez, est un mathématicien suisse, et ne me demandez pas pourquoi Ton Rosendahl, qui est néerlandais, a tenu à lui rendre hommage dans cette instruction. C'est lui le chef, et lui aussi il fait bien ce qu'il veut, donc cette instruction de rotation s'appelle rotation Euler. Allez hop, run script. Eh bien, ça n'a pas marché, il y a un bug. Si vous faites très attention, je demandais à ce que ce pantin soit tourné de 90 degrés, et là, clairement, c'est pas 90 degrés. D'ailleurs, on peut peut-être s'en rendre compte en vue de dessus. Oui, il n'est pas à 90 degrés, il est à combien? Il est à 5157 degrés. Qu'est-ce qui a foiré? Eh bien, ce qui a foiré, c'est que les programmeurs de Blender sont des matheux, et que, comme beaucoup de matheux, ils ne calculent pas avec des angles en degrés, comme le font les ados au collège, mais avec des radians, comme des scientifiques sérieux. Du coup, quand j'ai demandé 90 ici, ça n'était pas 90 degrés, mais 90 radians, ce qui correspond à 14 tours complets, plus 117 degrés. Alors, 90 degrés, ça nous ferait combien en radians? Si vous n'en savez rien, eh bien vous allez apprendre. Un tour d'horizon, c'est 360 degrés, mais aussi 2 fois pi radian, parce que le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi le rayon. On a dû vous apprendre ça à l'école primaire. Donc un quart de tour d'horizon, c'est 4 fois moins, soit 360 degrés divisé par 4, c'est-à-dire 90 degrés, comme ici. Ou 2 fois pi radian divisé par 4, c'est-à-dire pi sur 2. Donc la moitié de 3,14, donc 1,57. Comme c'est simple. On corrige, on relance. Et hop, miracle, cette fois ça a marché et on s'en assure. Oui, 90 degrés. Et absolument ça a marché, c'est la fête. Bon, mais là je vous aurais compris, quand je vous ai expliqué tout ça, je vous traitais comme des débiles. Ce qu'un vrai programmeur Python ferait, ce serait d'ajouter de petits éléments d'une librairie mathématique. Et du coup, on pourrait directement faire une règle de 3. Je donne une orientation quelconque à mon pantin. Allons-y. Run script, ça marche. Il est de nouveau tourné à 90 degrés. Bon. Mais carrément, comme on risque d'avoir assez souvent besoin de faire ces conversions de degrés
en radian, ce qu'un bon pythonien ferait, c'est qu'il créerait tout de suite un sous-programme chargé de faire cette conversion. Comment ça, on ne vous a jamais appris à écrire un sous-programme en Python? C'est sans doute que vous n'avez pas encore beaucoup étudié Python, parce qu'en général, on apprend à le faire vers la page 15 et le chapitre 2 d'un manuel d'initiation. Ça sert absolument tout le temps, et ça n'est pas bien malin comme vous venez le voir, donc ça s'apprend vite. Du coup, on va faire les choses proprement. On pourrait écrire ça. Voilà, ça c'est assez propre. Je refais tourner mon pantin. Je relance le programme. Clac, ça marche. Je sens que je ne suis pas en train de vous donner goût à l'écriture de script Python. Que voulez-vous, vous êtes puni par où vous avez péché, ça vous apprendra à n'avoir pas écouté vos cours de trigonométrie quand vous étiez en 3e. Votre prof vous avait pourtant bien dit à l'époque que ça vous servirait plus tard. Et bien plus tard, c'est maintenant, quand vous voulez paramétrer des rotations avec un script dans Blender. Parce que l'air de rien, savoir paramétrer une rotation, ça sert bougrement dans une animation. Je récapitule. Nous savons attraper un objet informatiquement. Nous savons lui imposer un emplacement. Et nous savons lui imposer une orientation. Autrement dit, ça y est, nous savons presque tout ce qu'il faut savoir pour commencer à programmer des animations. Vous voyez que ça n'est pas la mer à boire. Nous savons presque tout, mais quand même pas encore tout à fait tout. Il nous faut apprendre à faire ça pour toutes et chacune des images d'une séquence animée, ce que Blender appelle des frames. Si votre séquence dure 5 secondes à 30 images par seconde, ça va donc, l'air de rien, vous obliger à produire 150 frames, donc opérer 150 paramétrages. Il vaut vraiment mieux automatiser ça. Ça tombe bien, c'est fastoche. Nous allons maintenant apprendre à écrire les 4 lignes de formules magiques qui devront être présentes avec très peu de variantes dans tous vos listings. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que vous voudrez réaliser un changement quelconque dans votre scène, Python comprendra ça avec une instruction qui se référera à un truc appelé « ma scène ». De la même façon que tout à l'heure, nous avions appelé l'objet « mon pantin ». Le nom n'a pas d'importance, et au lieu de dire « ma scène », rien ne vous empêche d'appeler ça « mon terrain de jeu » si ça vous paraît plus rigolo, mais vu que nous aurons peut-être à retaper ce nom de temps à autre, je vous recommande d'être un peu concis. D'ailleurs, pas plus tard que tout de suite, nous devons utiliser le nom de cette scène pour indiquer les numéros de la première et de la dernière image de votre animation avec 2 nouvelles lignes de formule magique. Pour l'exemple, nous avions dit que nous aurions 150 images, donc ça donne ça. Oui, les informaticiens comptent toujours à partir de 0 et non de 1, pour des raisons que vous découvrirez un jour. Bon, ça marcherait très bien, mais comme je parle à des gens qui ne tarderont pas à maîtriser parfaitement Python, écrivons ça comme le feraient des grandes personnes. Nous
nous avons dit que cette séquence allait durer 5 secondes. Entre parenthèses, quand c'est dans un listing, vous pouvez parfaitement décider par la suite d'aller un petit peu en deçà, passer de 5 à 4 secondes, de 5 à 8 secondes, et vous aurez seulement à changer cette valeur sur cette ligne-là, et tout le reste marchera tout seul. Le nombre de frames est égal à la durée en secondes, multiplié par la cadence d'animation, à savoir 30 images par seconde. Et donc, nous pouvons ici écrire nombre de frames moins 1, puisque l'on numérote à partir de 0. Bon. En fait, j'ai un peu triché pour simplifier. Je pense que de vrais pythoniens écriraient plutôt quelque chose du genre... Parce que l'air de rien, la durée en secondes est un nombre à virgule, donc il faudrait le convertir en entier, et tant qu'à faire un arrondi comme ceci. Mais c'est pas très important. Retenez simplement, dans un coin de votre tête, que Python 3 déteste les conversions implicites. Ne vous attardez pas là-dessus, vous comprendrez quand vous serez grand. C'est-à-dire que quand vous aurez fait assez de Python, et même de Python 3, pour savoir ce que c'est que le typage automatique, et à quel point Python 3 peut être psychorigide sur cette question. Mais pour le moment, ce n'est pas important. Je vous avais promis 4 lignes, voici maintenant la dernière formule magique fondamentale à recopier très soigneusement, même si on n'y comprend absolument rien. Oui, c'est pas extrêmement simple, mais c'est la seule ligne compliquée de ce listing, et vous n'avez qu'à la recopier telle qu'elle, sans rien y changer, et ensuite vous ferez des copier-coller dans tous vos listings. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour être honnête, je n'en sais à peu près rien, j'ai seulement recopié ça moi-même sur un listing type. Je m'aventurerai quand même à traduire ce sabir en disant que l'idée est à peu près... Quand Blender va chercher à savoir ce qu'il faut faire pour passer d'une image, d'une frame à la suivante, ça c'est frame change, eh bien, quand il va vouloir faire ça, il va chercher un truc qui s'appelle update. Update. En fait, c'est surtout ça qu'on a besoin de savoir, le nom de cette fonction, car c'est une fonction update. C'est une fonction, et nous allons nous-mêmes l'écrire, et pas plus tard que tout de suite. Une fonction, c'est quelque chose comme ceci. Donc, nous allons écrire la fonction update. Et vous noterez qu'on retrouve ici notre ami Massen. C'est pour cette raison que nous avions dû lui donner un nom. L'idée de la routine update est assez simple. En partant du numéro précis de chacune des images, il faut calculer tous les paramétrages des objets au moment où cette image va être reproduite. Pour cela, il faut commencer par récupérer le numéro de la frame sur laquelle on travaille. Et voilà encore une formule magique pour y parvenir. Et une fois qu'on a cette valeur, qui ici est donc un entier entre 0 inclus et 150 exclus, et bien vraiment, pour un programmeur Python, il n'y a plus qu'à. L'écriture du code informatique est élémentaire et routinière. Pour l'exemple, nous allons faire à notre pantin un tour complet. Comme on divise le numéro de la frame par le nombre de frames, ça veut dire que la valeur de proportion sera de 0 au tout début de l'animation, de 1 à la toute fin, et qu'au milieu on aura une valeur à virgule entre 0 et 1. Bon,
moi je ne suis pas Don Rosendahl, je raisonne en degrés. Pour le moment, les valeurs que j'indique sont en degrés. On fera la conversion plus tard. Donc l'amplitude de la rotation, c'est le maximum, moins le minimum. Soit dit en passant, en l'occurrence, le maximum est vraiment supérieur au minimum, mais si les valeurs étaient inversées, ça marcherait quand même. Donc, à une image précise, la rotation actuelle va être égale au minimum de la rotation, le point de départ, multiplié par plus l'amplitude multipliée par la fameuse proportion que nous avons calculée ici. Donc ça nous donne nous avons notre rotation actuelle, mais il reste à convertir. Bon là j'ai écrit une fonction, donc je vais y faire appel, mais on pourrait aussi bien écrire rotation actuelle fois pi divisé par 180. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à écrire la formule magique de la rotation. Zéro autour de l'axe des x, 0 autour de l'axe des y, et la valeur actuelle que nous venons de calculer. Voilà, c'est fini. On lance le programme, on lance l'animation, et ça marche. Tout de suite, ça marche. Ça tourne tout seul. Voilà, vous venez de faire connaissance avec la magie de la programmation par script dans Blender. Bon, je vais être honnête, j'écris des programmes depuis plus de 35 ans, je travaille avec Python depuis une vingtaine d'années, et même comme ça, il est quand même assez rare que j'arrive vraiment à faire quelque chose de ce genre du premier coup. Dans la vraie vie, en même temps qu'on écrit le script, on y introduit toujours des erreurs de syntaxe et des bugs qu'il faut donc corriger. Ce n'est pas très malin quand on a beaucoup d'entraînement, mais la probabilité pour qu'un débutant complet arrive à faire ce que je viens de faire du premier coup, sans bug et sans 12 tonnes d'erreurs de syntaxe, est à peu près nulle. Notre apprenti programmeur va d'abord devoir apprendre à déboguer un listing, et ça ne s'apprend pas en 5 minutes, ça demande au moins quelques semaines de pratique de Python, et autant vous dire que ça serait vraiment une très mauvaise idée d'essayer d'accomplir cet apprentissage directement dans Blender. Cela étant, j'espère vous avoir montré que l'écriture de script Python pour Blender est loin d'être insurmontable. Nous venons quand même de paramétrer toute une séquence d'animation avec un listing de seulement une trentaine de lignes, alors qu'un programmeur pythonien un tout petit peu expérimenté s'attaque très couramment à des listings de plusieurs centaines de lignes. Bref, quand on sait programmer en Python, programmer une animation en Blender, ça peut être considéré comme très facile, et même c'est carrément de la gnognotte. C'est pour ça que je recommande chaleureusement à tout blenderien, quel que soit son niveau d'ignorance ou d'expertise, d'entamer au plus vite un apprentissage élémentaire du langage Python. Un dernier mot avant de vous laisser, quand on veut déboguer un script Python de Blender, il est préférable d'avoir lancé Python en ligne de commande, parce que c'est aussi en ligne de commande qu'on peut lire les comptes rendus d'erreur. Voilà, il était nécessaire de l'avoir dit, mais dans l'immédiat, je pense que vous pouvez oublier. Cette vidéo va s'arrêter ici, mais j'ai vaguement en projet d'en faire une seconde pour vous montrer que sur la base du squelette que je viens d'écrire sous vos yeux, on peut facilement aboutir à des traitements nettement plus élaborés. Si je le fais, vous verrez que des scripts nettement plus compliqués utiliseront quand même absolument la même logique et à peu près les mêmes lignes de commande que celles que je viens de vous montrer.